Vous avez prononcé le mot « non ». C'était censé être une frontière claire, un acte de souveraineté, l'arrêt immédiat d'une intrusion dans votre périmètre. Mais analysez cliniquement ce qui s'est passé la seconde suivante. Repensez à ce collègue qui a tenté de vous transférer son urgence un vendredi en fin de journée, ou à ce proche exigeant une énième faveur logistique sur votre temps de repos. Vous avez refusé, oui. Mais face à la tension imposée, face à ce regard surpris suite à votre refus ou à cette soudaine victimisation, une faille systémique s'est ouverte en vous. Vous avez commencé à transpirer des mots, vous avez déballé votre emploi du temps, vous avez prétexté une fatigue soudaine, inventé des obligations, énuméré des contraintes logistiques. Vous avez supplié, par la rhétorique, qu'on vous pardonne votre refus. Vous avez vomi des excuses pendant 3 minutes pour justifier un mot qui n'en compte que 3. Vous pensez que vous vous expliquez par courtoisie. C'est une erreur de diagnostic fatale. Vous vous justifiez parce que vous ne supportez pas le poids de la friction. Mais la thermodynamique des relations humaines est implacable. Chaque détail que vous fournissez pour expliquer votre refus est une hémorragie de votre autorité. En voulant adoucir l'impact, vous venez d'envoyer un signal désastreux à votre interlocuteur. Votre non n'est pas une loi. C'est le brouillon d'une négociation. Ne vous méprenez pas sur ce diagnostic. Cette erreur de calibrage est la norme. Le simple fait d'avoir réussi à formuler ce non initial est déjà une première anomalie positive dans votre soumission. C'est un point de rupture validé. C'est le commencement de votre architecture. Chapitre 1. L'alibi et le transfert de juridiction. Chaque fois que vous accrochez un « parce que » à votre refus, vous commettez un acte de haute trahison envers votre propre autorité. Oubliez la théorie. Regardez la mécanique brute de ce que vous faites au quotidien. Vous ne vous justifiez pas par politesse ou par conscience professionnelle. Vous le faites parce que vous souffrez du syndrome de l'alibi. Vous opérez avec la croyance souterraine que votre temps, votre énergie et vos ressources appartiennent par défaut aux autres. Et que pour oser les conserver, vous devez fournir un certificat d'exemption valable. Analysez l'historique de votre profil clinique. Vous avez déjà investi à perte. Vous avez cédé à de multiples reprises sans que la réciprocité ne vous soit jamais accordée, même si, bien souvent, cette réciprocité n'était pas recherchée. Mais ce sacrifice unilatéral n'a pas généré de gratitude de la part des autres. Il a créé l'effet inverse, une habitude prédatrice. Vous évoluez dans un écosystème où la majorité des individus ne pensent qu'à leur propre survie. Ils ne sont programmés que pour assouvir leurs propres besoins, au mépris total de l'épuisement que cela génère en vous. Vous les connaissez. Leur nom résonne dans votre esprit à l'instant même où vous entendez ces mots. Intégrez cette donnée clinique, une bonne fois pour toutes. Ceux qui ne font aucun effort pour respecter votre périmètre n'en ont littéralement rien à faire de votre état de fatigue ou de votre stress. S'il vous fallait une autorisation morale, une absolution pure et simple pour enfin verrouiller vos accès sans la moindre culpabilité, la voici. C'est l'objectif précis de ce diagnostic. Le contrat tacite de votre soumission est rompu. Analyse du premier terrain d'application. L'arène professionnelle. Cas clinique, on tente de vous déléguer une charge mentale qui n'est pas la vôtre. Au lieu d'imposer un vide tactique, un simple « je ne suis pas disponible pour ce dossier », vous paniquez. Vous ouvrez votre agenda devant votre collègue, vous lui listez vos urgences du jour, vous lui expliquez la complexité de vos tâches actuelles pour lui prouver que vous dites la vérité. Ce que vous venez de faire est un suicide hiérarchique. En étalant vos raisons, vous n'avez pas sécurisé votre refus. Vous avez opéré un transfert de juridiction. Vous venez de vous placer physiquement et psychologiquement dans le box des accusés, et vous venez de tendre le marteau du juge à l'ego corrompu de votre interlocuteur. À la seconde où vous donnez une excuse, l'autre ne vous écoute plus. Il audite votre excuse. Il évalue si votre surcharge de travail est suffisamment grave par rapport à son urgence à lui. S'il juge que votre alibi est faible, il insistera. Vous lui avez donné les plans de vos failles. Le schéma est strictement identique et souvent plus destructeur dans votre sphère privée. Cas clinique, votre environnement familial exige votre présence pour une obligation qui va vous vampiriser. Vous n'osez pas assumer que vous voulez simplement rester seul. Alors,
Vous fabriquez la maladie. Vous plaidez la migraine foudroyante, l'épuisement total ou le début de grippe. C'est la soumission absolue. Vous êtes un homme adulte qui demande la permission de disposer de son propre week-end en simulant une défaillance physique. Inutile de préciser que votre dissonance cognitive subit ici une fracture totale. Et que se passe-t-il? Le tribunal familial délibère. On vous répond « Oh, mais tu vas juste faire un passage éclair, ça va te changer les idées. » Votre alibi a été rejeté par la Cour. Parce que la règle d'ingénierie sociale est implacable, ce qui se justifie se négocie. Ce qui s'impose en silence devient une loi. Chapitre 2. L'armement tactique et la rétention d'informations. Le diagnostic de votre hémorragie est posé. Il est temps de refermer la plaie. Nous entrons dans la phase d'armement tactique. Reprenez la loi fondamentale énoncée précédemment. Ce qui s'impose en silence devient une loi. L'arme absolue contre l'ego corrompu de votre environnement ne réside pas dans la recherche du bon argument. Elle réside dans la rétention stricte d'informations. Dans l'économie du pouvoir, vos mots sont une devise. Plus vous en dépensez pour justifier une action, plus vous paraissez pauvre et désespéré. L'homme souverain est un coffre-fort. Il annonce sa décision, il ne la plaide pas. Voici la mécanique à laquelle vous allez faire face dès demain. Lorsque vous allez formuler un refus net, sans l'escorter du fameux alibi, l'écosystème prédateur va bugger. La matrice va tenter de rétablir son emprise par un mot, un seul. Pourquoi? Comprenez bien la nature de ce mot. Ce « pourquoi » n'est pas de la curiosité bienveillante. C'est une sonde. C'est l'outil de cambriolage préféré des manipulateurs. Ils cherchent la faille dans votre blindage pour y glisser un levier de culpabilité. La théorie des jeux est formelle. Dans toute interaction humaine, celui qui pose la question contrôle le cadre. Celui qui se met à y répondre s'y soumet. Si vous répondez au « pourquoi », vous retournez instantanément dans le box des accusés. Votre nouvelle doctrine de défense est la réponse asymétrique. Vous n'allez plus nourrir l'inquisition, vous allez créer un trou noir psychologique. Application tactique sur le terrain professionnel. Votre supérieur vous demande d'absorber le chaos d'un autre département. Vous répondez « Je ne prendrai pas ce dossier ». La sonde arrive. Et pourquoi? On a besoin de toi, on est une équipe. Votre réponse asymétrique, parce que je ne suis pas disponible pour cette tâche. S'il insiste, mais tu fais quoi de si important? Le verrouillage final, mes priorités actuelles ne me permettent pas de l'intégrer. Le sujet est clos. Comprenez une chose, dans un écosystème sain, cet interrogatoire n'aurait même pas lieu d'être. La matrice sociétale actuelle exige une productivité et une performance absolue. Mais ce diktat ne justifie en rien votre essorage psychologique, ni la destruction de votre santé. L'implication hiérarchique ou familiale est une donnée structurelle importante, mais vous n'êtes pas une machine d'exécution. Dans un monde idéal, cette implication serait couplée à la bienveillance. Mais cessez de vivre dans un rêve. La jungle sociale n'a aucune pitié. Elle ne respecte qu'une seule variable, la force soutenue et inébranlable. Application tactique dans la sphère privée. On tente de vous imposer une corvée logistique sur votre seul jour de récupération. Vous énoncez la loi. Non, je n'irai pas. L'inquisition familiale démarre, teintée de victimisation. Pourquoi tu ne viens pas? Tu ne fais jamais d'efforts pour nous. Votre réponse asymétrique, livrée avec une froideur chirurgicale et sans animosité, parce que ce n'est pas au programme pour moi aujourd'hui. S'il tente de forcer les fractions, tu es égoïste, tu pourrais te justifier au moins. Le vide absolu. Ma décision est prise. Nous en reparlerons quand la tension sera redescendue. Ne vous attendez pas à ce qu'ils acceptent ce mur de titane avec le sourire. L'absence d'information va créer une dissonance cognitive violente chez eux. Ils vont s'énerver, tenter de vous faire culpabiliser, vous traiter de monstre d'insensibilité. Laissez-les s'écraser contre votre silence. Leur colère n'est pas le signe que vous avez tort. C'est la preuve mathématique que votre nouvelle architecture fonctionne. Ils pleurent simplement la perte de leur ancienne zone de confort. Vous. Je pose ce diagnostic sans la moindre animosité.
Si vous êtes de ceux qui ont donné sans compter, sachez qu'en reprenant votre souveraineté, vous continuerez de les surpasser dans le don de vous-même. La différence vitale, c'est que cette énergie sera désormais dirigée consciencieusement. Elle sera allouée de manière asymétrique, souvent vers ceux qui, jusqu'à présent, s'effaçaient dignement dans l'ombre, sans rien exiger face à votre indisponibilité chronique. Chapitre 3. Le protocole d'ébène et la souveraineté différée. Comprendre la mécanique de la rétention d'informations intellectuellement est une chose. Mais si votre système nerveux s'effondre sur le terrain, cette théorie est inutile. À la seconde où vous allez appliquer cette asymétrie dans la réalité, votre corps va réagir comme s'il était attaqué. Votre rythme cardiaque va accélérer, votre gorge va se serrer. Le besoin de vomir une justification sera presque biologique, viscéral. C'est ici qu'intervient l'ingénierie comportementale. Vous ne pouvez pas soulever 100 kilos du jour au lendemain si l'architecture de votre volonté est atrophiée depuis 20 ans. Vous devez rééduquer votre tolérance à la friction sociale. Voici la prescription clinique. Voici le protocole d'ébène. Dès demain matin, vous allez déclencher volontairement une situation de friction de basse intensité. L'objectif n'est pas de détruire votre carrière hiérarchique ou de déclencher une guerre nucléaire dans votre couple. L'objectif est de créer un micro-traumatisme contrôlé pour forger la corne de votre système nerveux. Étape 1. Le ciblage. Repérez une demande mineure, parasite, à laquelle vous auriez normalement dit oui par réflexe pavlovien ou que vous auriez refusé en vous confondant en excuses pathétiques. Étape 2. L'exécution froide. Vous allez formuler votre refus avec un maximum de 10 mots, sans agressivité, mais surtout sans sourire d'apaisement. Vous allez livrer une phrase d'ébène, lisse, sombre, impénétrable. Un simple « je ne m'en occuperai pas ». Étape 3. L'épreuve du vide. C'est la phase la plus critique. Une fois la phrase prononcée, imposez un silence absolu de 4 secondes. Votre cerveau va hurler de terreur, vous ordonnant de combler ce vide par un alibi. Vous ne céderez pas un millimètre. Vous regarderez la personne dans les yeux et laisserez la thermodynamique faire son travail. Le malaise n'est plus le vôtre. Vous venez de le transférer sur ses épaules. Si l'épreuve du silence frontal vous semble encore trop brutale pour votre architecture actuelle, voici 2 manœuvres de contournement pour faciliter cet exercice tactique. Première manœuvre, le refus balayé. Formulez votre non et enchaînez instantanément sur une autre action physique ou un autre sujet de conversation comme une évidence absolue. Rendez ce refus d'une banalité mortelle. Ne leur laissez ni le temps ni l'espace d'installer leur tribunal. Seconde manœuvre, la souveraineté différée. C'est l'arme temporelle par excellence, utilisée historiquement par les figures de pouvoir absolu. Face à la demande, répondez simplement et froidement « Je te donnerai ma réponse plus tard ». S'il tente de forcer le calendrier et insiste dans la seconde pour avoir une certitude, la sentence tombe immédiatement. Puisque tu insistes maintenant, la réponse est non. Cette mécanique est chirurgicale. Elle transfère l'entière responsabilité de l'échec sur leur propre précipitation. Ils ont forcé la porte, ils ont déclenché la guillotine. La faute leur incombe totalement. Ce protocole va littéralement reprogrammer votre amygdale. En survivant à cet inconfort passager sans jamais vous justifier, vous envoyez un signal biologique surpuissant à votre cerveau. Le refus n'entraîne pas la mort sociale. Au contraire, il force le respect immédiat. Vous n'êtes plus l'accusé qui transpire à la barre. Vous devenez le mur d'ébène contre lequel les requêtes abusives viennent s'écraser. Chapitre 4. L'élévation. Le diagnostic de votre soumission est complet. L'armement tactique est entre vos mains. Le protocole de rééducation nerveuse est défini. À partir de cet instant précis, à la seconde où vous écoutez ces mots, vous n'avez plus l'excuse de l'ignorance. Vous savez désormais que chaque syllabe utilisée pour justifier un refus est une hémorragie volontaire. Vous donnez votre sang à des prédateurs qui n'ont aucune intention de vous soigner. L'homme que vous étiez hier, ce profil clinique programmé pour demander pardon de respirer son propre oxygène, doit être archivé. Il a fait son temps. Il vous a permis de survivre dans une matrice dysfonctionnelle, mais il est désormais l'architecte de votre propre effondrement physique et mental.
Comprenez la thermodynamique des rapports humains. La souveraineté n'est pas une émotion ou une posture arrogante, c'est une soustraction. C'est l'art d'amputer de votre vocabulaire tout ce qui ressemble à une plaidoirie. Regardez les hommes qui dominent véritablement leur environnement. Ils ne s'expliquent jamais. Ils agissent, ils constatent, ils ordonnent ou ils refusent. Leur densité d'autorité provient exclusivement de leur silence. Le vide qu'ils créent force les autres à s'y adapter. C'est la loi de la gravité sociale. L'objet le plus dense attire toujours les objets les plus légers. Si vous êtes rempli de mots, d'excuses, de justifications et de tremblements, vous êtes léger. Vous orbitez autour du besoin des autres. Si vous êtes silencieux, laconique et implacable, vous devenez le centre de gravité. C'est à eux de s'ajuster à votre nouvelle masse. Préparez-vous au choc en retour. Dès que vous allez couper les vivres de vos explications, la matrice va hurler. Vos proches vont vous tester avec une violence redoublée. Vos collègues vont chercher la faille. Laissez-les s'épuiser contre votre blindage d'ébène. Mais l'ingénierie d'une telle transformation exige une infrastructure. Vous ne pouvez pas opérer cette mise à jour de votre système de défense seul dans votre coin sans risquer une rechute systémique face à la pression. L'horloge tourne. Au moment où ce rapport est diffusé, nous sommes dans la fenêtre critique d'extraction. Le sas de décontamination ferme définitivement ses accès. C'est une limite mathématique, pas un levier de négociation. Verrouillez vos accès et imposez votre autorité sans jamais prononcer un mot de trop. Ceux qui seront restés à l'extérieur continueront de se justifier, de s'épuiser et de financer l'ego corrompu des autres avec leur propre espérance de vie. Vous avez le diagnostic, vous avez vu la faille. Le choix de rester la victime volontaire de votre propre complaisance vous appartient désormais entièrement. La cour est ajournée. Entrez dans l'architecture. Ne subissez plus, soyez souverain.